Essayer de clarifier un peu à travers mon expérience personnelle, surtout à travers la littérature. Donc vous savez tous que le reflux vésico-urétéral c'est défini par la remontée d'urine de la vessie vers le haut appareil, qu'il y a deux types de reflux. Vous avez le reflux primitif et le reflux secondaire, et vous avez ici l'exemple du reflux primitif en haut là-bas. Et vous avez le reflux secondaire, par exemple, en bas vous avez les valves de l'urètre postérieur. Ici vous avez un reflux vésico-urétéral grade 5 pratiquement, parce que vous avez un reflux intrarénal. Et vous connaissez tous les types, c'est pas la peine que je vais vous casser la tête pour ça, les 5 types. Il a fallu du temps pour que les Algériens adoptent la classification des 5 types. Maintenant ça rentre dans les mœurs, tous les radiologues donnent les 5 types. Voilà les différents types de reflux imagés. Et puis, vous avez classiquement, comme on disait que le reflux et l'infection étaient un danger pour le parenchyme rénal. C'était ça le point fort. Et que le reflux était responsable de l'infection, et c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait utiliser l'antibioprophylaxie, et que si l'infection résistait à l'antibioprophylaxie, à ce moment-là, il fallait opérer. Et on sait que le reflux, il y a 1 à 2% de la population infantile qui a ce reflux-là. Et à l'époque, il y avait le consensus, lorsque vous avez une pyélonéphrite aiguë, on faisait, comme je viens de le dire, le bilan uroradiologique avec l'échographie, c'était classique, ça, plus maintenant ça, hein, classiquement. Et lorsque vous avez un reflux, vous avez l'antibioprophylaxie, et la chirurgie, c'était l'échec de l'antibioprophylaxie, ou bien la persistance d'un reflux vésico-urétéral de haut grade. Et regardez un peu l'ancien consensus, que ce soit le reflux secondaire ou le reflux primitif, pratiquement, c'était la même chose. Ici, pour le reflux primitif, le stade 1 à 3, l'antibrophylaxie 1 à 3 ans, on limitait aussi le temps, ce qui ne se fait plus maintenant. S'il y a une résolution du reflux, persistance du reflux ou bien des infections urinaires, à ce moment-là, dans les deux cas de figure, on fait la réimplantation. Si vous avez le stade 4 et 5, on faisait systématiquement la réimplantation. S'il était associé à des anomalies autres, on faisait la réimplantation. Et pour le reflux secondaire, on faisait le traitement spécifique. S'il y a une résolution du reflux, c'est OK, mais s'il y a une persistance du reflux, on pouvait faire la réimplantation. Ensuite, on a beaucoup parlé de la cicatrice rénale. Mais on s'est rendu compte par la suite que cette cicatrice rénale pouvait exister à la naissance et qu'elle n'était pas due au reflux, mais à une lésion de dysplasie. Mais aussi, on sait qu'elle peut apparaître, cette cicatrice rénale, après une infection urinaire. Et elle se voit surtout dans les formes sévères, et cette cicatrice peut évoluer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers l'hypertension ou l'insuffisance rénale chronique. Ensuite, grâce à l'échographie, est apparu le concept de l'hydronéphrose anténatale. Et lorsque vous faites un diagnostic d'hydronéphrose anténatale, 10 à 40% de ces hydronéphroses anténatales sont des reflux vésico-urétérales. Et il y a 18 études qui ont été faites, c'est-à-dire une méta-analyse rassemblant à peu près 69 000 fœtus. On a retrouvé ces 69 000 fœtus, 1178 hydronéphroses, et parmi ces 1178, on a retrouvé 15% de reflux. Vous avez ici la référence. Et pourtant, dans ces cas-là, l'enfant étant in utero, les urines sont stériles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre cette hydronéphrose et l'infection urinaire. Le deuxième point qui est important est qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait une évolution naturelle vers la régression du reflux. Et vous regardez ici, les grades 1 et 2 pratiquement disparaissent entre 80 et 90% de manière spontanée. De manière spontanée. Les grades 3 disparaissent dans 40 à 50% de manière spontanée, et même le grade 4 peut disparaître dans à peu près dans 20 à 25% des cas. Mais il y a peu de cas qui disparaissent pour le reflux grade 5. Et regardez ici, j'ai l'exemple de je viens d'avoir cet enfant-là, regardez ce reflux grade 4 qu'elle avait, et regardez maintenant la cysto-urétrographie que je viens de faire, ça fait quelques jours, il y a une disparition totale du reflux avec le traitement médical. Ça, c'est un exemple. Actuellement, qu'est-ce qu'on dit? Alors, en 1999, l'Académie américaine de pédiatrie pour l'exploration, elle vous dit qu'il faut faire l'échographie rénale, vésicale, la CEM. Lors de la première infection. Maintenant, ça a changé. En 2011, il faut faire uniquement l'échographie rénale et vésicale.
dans la première. Et la CIM en cas d'hydronéphrose cicatrice lorsque vous avez une infection urinaire ou bien lorsque vous avez des infections récurrentes. L'Association européenne d'urologie, elle recommande encore de faire la CIM et le DMSA pour le reflux. L'Académie américaine d'urologie, elle vous dit de faire recommande le scan, je vous en ai parlé tout à l'heure, en présence d'une échographie anormale, des infections urinaires à répétition ou d'un reflux de haut grade, ou bien une créatinine élevée. Donc ça, c'est leurs critères. On peut les discuter, ils sont discutables, mais c'est ce qu'ils proposent, eux, comme guideline. Pour le traitement, vous avez le traitement médical, et il y a une méta-analyse qui a été faite sur 400 000 enfants. Et ils ont démontré que lorsque vous faites une circoncision, vous améliorez le problème de l'infection urinaire, surtout les infections urinaires dans les reflux à haut grade. Donc ça veut dire qu'il faut conseiller la circoncision lorsque vous avez des reflux. Ça peut permettre, parce que vous avez au niveau du prépuce beaucoup de germes qui stagnent, et à ce moment-là, ça peut remonter dans la vessie. Ensuite, on discute aussi la prophylaxie. Et là, il n'y a pas de consensus dans les indications de la prophylaxie pour le traitement pour la prophylaxie dans le reflux. Mais si on utilise la prophylaxie, c'est toujours les mêmes antibiotiques que j'ai cités tout à l'heure. Et regardez ainsi, des gens ont fait des études sur le reflux modéré inférieur au grade 3. Vous avez Jodal, l'école scandinave qui travaille beaucoup sur l'infection urinaire et le reflux. Ils ont dit que pour le reflux 1 et 2, il ne faut pas utiliser d'antibioprophylaxie. Garin aux États-Unis en 2006 dit la même chose. Et Rousset-Kessler, qui a fait à peu près une école française, 17 centres français, elle dit la même chose. Et, comment il s'appelle, un Italien, Penissi, qui a publié dans Pediatrics en 2008, il dit que même dans le reflux de grade 4, on peut ne pas utiliser l'antibioprophylaxie. Ensuite, il y a une étude des Suédois qui est sortie dernièrement en 2011 et qui vous dit que ils ont utilisé le traitement pour chez des enfants âgés de plus de 1 an qui ont un reflux. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que lorsque vous utilisez l'antibioprophylaxie ou l'injection endoscopique, par exemple le Deflux, vous avez une amélioration de la situation. Alors que chez l'enfant, il y a un résultat qui est minime. Bon, ils vous disent que nous sommes en contradiction avec les travaux qui ont été publiés, avec ces travaux-là, mais ils vous disent qu'on n'est pas contradictoire finalement, parce que nous n'avons pas pris le même type de malade, puisque nous avons, nous, pris tous les grades. Donc, ensuite, la chirurgie, elle a son indication. Bon, c'est pas la peine, je n'ose pas discuter devant M. Djigili la chirurgie, je me tais, j'ai intérêt. Mais je pense que c'est le Cohen, à mon sens, qui est le plus utilisé. Ensuite, vous avez le traitement endoscopique. Alors, la correction endoscopique, c'est depuis l'apparition du dextromère. Je pense qu'actuellement, il y a de nouveaux produits encore qui sont utilisés. Mais c'est à partir de l'apparition du dextromère que la FDI, la Food and Drug Administration, a autorisé le traitement aux États-Unis pour le reflux. Ensuite, il y a aussi le polyacrylamide hydrogel qui est utilisé. Il y en a d'autres, je viens de lire. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont à l'essai actuellement. L'endoscopie, voilà une méta-analyse qui a été faite sur 5500 enfants, 63 études, c'est-à-dire 8000 uretères. Et vous voyez qu'il y a de bons succès, pas à 100% pour le reflux grade 1 et 2. Vous avez à peu près les 2 tiers de succès pour le grade 3, vous avez à peu près un peu plus de la moitié pour les grades 4, et vous avez quand même des succès pour le grade 5. Ça, c'est une étude qui a été faite dans le Journal of Urology de Elder. Donc, le traitement endoscopique n'est pas efficace à 100%. Et la question qu'on se pose, et que je me pose moi personnellement, faut-il les utiliser dans les grades 1 et 2, en sachant que ces grades 1 peuvent disparaître spontanément. Maintenant, ils ont des indications, oui, s'il y a des infections urinaires récurrentes, si vous n'arrivez pas à faire une antibioprophylaxie, s'il y a d'autres troubles associés. Alors, il y a aussi d'autres traitements, d'autres méthodes chirurgicales, ce n'est pas la peine que j'insiste là-dessus, et qui sont utilisées actuellement, et vous avez ici toutes les techniques. Alors,
Mais ce qui est extrêmement important, qui est passé inaperçu jusque-là, c'est que lorsque vous avez un reflux vésico-urétéral, et lorsqu'on l'opère, on s'est rendu compte qu'il y avait des échecs. Et on ne comprenait pas à l'époque pourquoi il y avait des échecs. Mais malheureusement, ces échecs-là étaient dus aux troubles de la miction et des troubles de la défécation. Il y avait chez les enfants des troubles de la miction et de la défécation dont on n'a pas tenu compte. Et lorsqu'on fait l'anamnèse et l'examen clinique, on trouve l'envie impérieuse, l'incontinence, les mictions fréquentes, les infections urinaires récurrentes et la dysurie. À ce moment-là, avant de traiter le reflux vésico-urétéral, quel que soit le type de traitement, vous devez d'abord régler ce problème de troubles mictionnels associés à ce reflux vésico-urétéral. Et à ce moment-là, il y a une unanimité là-dessus. Et alors là, je vais vous donner un peu ce que fait l'European Society of Pediatric Urology et l'Association européenne d'urologie. Et voilà ce qu'ils vous disent. Là, je passe sur ça. Ils classent les malades en risque. Regardez, il y a deux hauts risques. Soit le malade est symptomatique et c'est un garçon ou une fille. Après l'acquisition de la propreté, ils présentent un reflux grade 5 ou 4 et ils ont des reins anormaux et des troubles mictionnels. À ce moment-là, ils vous disent que le traitement initial est toujours la prise en charge du trouble mictionnel avec l'antibioprophylaxie prophylaxique. Et l'intervention peut être considérée si vous avez des infections urinaires qui persistent après le règlement du trouble mictionnel, mais pas avant. Le deuxième cas de figure qui est un haut risque, c'est les malades symptomatiques, mâles ou femelles, après l'acquisition de la propreté, qui sont des grades 5 ou 4, avec des reins anormaux, mais qui n'ont pas de trouble mictionnel. Ce cas de figure, vous avez vu quand même, il ne sait pas, ce cas de figure, on peut considérer qu'on puisse l'opérer tout de suite. Elle peut être considérée. D'accord, vous voyez quand même qu'il y a une différence entre les deux. La dysfonction, elle est importante ici. Maintenant, vous avez des formes modérées, vous en avez 5. Forme modérée, vous avez un enfant symptomatique toujours, mâle ou femelle, avant l'acquisition de la propreté. Et qui a un haut grade. Vous voyez ici qu'on parle toujours de haut grade de reflux, on ne parle pas de bas grade. De haut grade de reflux avec des urines anormales. À ce moment-là, on fait le traitement prophylaxique et l'intervention peut être considérée si vous avez des infections urinaires ou il y a une persistance du reflux. Le deuxième cas de figure, c'est les patients qui ont une hydronéphrose avec un haut grade et des urines anormales. À ce moment-là aussi, il y a toujours l'antibiothérapie initiale et l'intervention peut être considérée si vous avez des infections urinaires où il y a la persistance du reflux. Ensuite, les trois autres cas, c'est une forme symptomatique toujours. Vous avez vu qu'on utilise toujours le terme symptomatique. Après acquisition de la propreté, toujours haut grade, avec des reins normaux, mais vous avez des troubles mictionnels. À ce moment-là, il faut toujours traiter les troubles mictionnels avec l'antibioprophylaxie et reconsidérer le cas par la suite. Le quatrième cas de figure, c'est la forme symptomatique mâle ou femelle, après toilette, qui ont un faible grade. C'est uniquement à ce moment-là où vous avez le faible grade de reflux qui sort, mais vous avez des reins qui sont anormaux avec ou sans trouble mictionnel. À ce moment-là, vous avez le choix, soit le traitement endoscopique qui peut être une option, mais c'est surtout le traitement des troubles mictionnels qui doit être considéré. Le dernier cas de figure, c'est tous les patients asymptomatiques avec des reins normaux, avec un faible grade du reflux, mais avec des troubles mictionnels, et à ce moment-là, toujours la prise en charge du traitement du trouble mictionnel. Vous voyez en fin de compte que le trouble mictionnel prend une part importante actuellement dans le traitement du reflux vésico-urétéral. Il faut véritablement être certain et affirmer avec certitude que c'est d'abord le trouble mictionnel qui existe ou n'existe pas, ensuite reconsidérer la situation. Enfin, vous avez les deux faibles grades, que ce soit tous les enfants symptomatiques avec des reins normaux, avec des reins grades
avec de bas grade, avec ou sans trouble mictionnel. Ici, il n'y a pas besoin de traiter prophylactiquement. Et puis vous avez le low grade, tous les enfants asymptomatiques, avec des reins normaux et avec un rein de gros grade. C'est le cas de figure le plus important et le plus fréquent finalement. Il n'y a ni traitement aux antibiotiques chez les enfants. Et puis ensuite, on vous dit qu'il faut considérer la situation ensuite, bien entendu, au cas par cas. Voilà la série de Beni-Messus qu'on a eu. On a eu 104 enfants avec reflux vésico-urétéral. Il y a 2 diapos, rassurez-vous. De reflux vésico-primitif. 55 garçons et 40 filles. L'âge de diagnostic, c'était 3 ans, mais on faisait des diagnostics du nouveau-né jusqu'à l'âge de 11 ans. Et regardez un peu l'évolution, les délais de guérison sous traitement. Alors, on disait à l'époque, je vous ai dit, tout à fait au début, classiquement, c'est 3 ans. Là, parmi ces enfants-là, on a eu 16 qui ont disparu au bout d'une année, 18 qui ont disparu au bout de 2 ans, 3 qui ont disparu au bout de 5 ans, 4 qui ont disparu au bout de 4 ans, 3 qui ont disparu au bout de 5 ans, 2 qui ont disparu au bout de 6 ans, et 2 qui ont disparu au bout de 8 ans d'évolution. Et j'ai comparé ma série avec la série de l'étude internationale sur le reflux. Vous avez regardé pour le grade 1 et 2, je trouve les mêmes chiffres. Pour le grade 3, 4, j'ai plus de chiffres qui sont que eux. Mais sur 10 ans, et moi j'ai sur 8 ans, ils ont, pour les 3 et 4, ils ont 52% d'évolution spontanée. Et moi, j'ai n'ai que 30%, mais j'ai encore 2 ans à avoir pour voir si je vais obtenir le même chiffre qu'eux. Donc, le reflux vésico-urétéral traité médicalement ou non traité peut évoluer vers la guérison. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le reflux vésico-urétéral, il y a une désescalade dans les explorations et le traitement. Même ici, la CUM n'est pas indiquée si vous avez un reflux grade 1 ou 2. La prolactine et l'interleukine 8, on dit que ça pouvait évoquer peut-être le reflux, mais il n'y a pas d'unanimité. Mais il faut considérer qu'on peut avoir aussi des changements qui peuvent être possibles dans l'avenir, et je vous remercie.